Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous permet d'avoir l'actualité en temps réel et avec différents invités. Nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir pour vous il est économiste, mais il est aussi ancien candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo de 2018. Il est beaucoup. Nous, on ne va pas les présenter, c'est à lui de les faire. Bonjour, Monsieur Noël Tchani. Bonjour. Je me porte très bien, sauf la pandémie qui terrasse la République démocratique du Congo. Avec votre masque, on voulait savoir si c'est un masque venant des États-Unis ou si vous pouvez l'enlever. Mais avant, vous nous dites, ça vient d'où? Oui, au fait, c'est un masque congolais, conçu par un jeune entrepreneur congolais, fabriqué en République démocratique du Congo. Et j'ai trouvé que c'est une participation très positive à la lutte contre la pandémie. Je suis très impressionné par ce que la jeunesse congolaise est capable de faire quand elle se met au travail. Donc, c'est un masque congolais. On peut l'enlever ensemble et alors, comme ça, on va continuer notre série de questions-réponses. Voilà, avec vous, on va parler des différents sujets, notamment la mort du juge président Yanni Raphaël. On va également parler de l'affaire Vital Kamerhe, c'est le dossier qui fait couler beaucoup d'encre, mais aussi l'état des droits. Plusieurs personnes sont en quête de la vraie définition de ces concepts et c'est pourquoi ça prête confusion dans l'opinion publique. Première question, Monsieur Noël Tchani, le décès a intervenu il y a quelques jours. Le corps a été placé à la morgue de militaire pour autopsie. Mais après des examens, de résultats, l'autopsie prouve que le juge président Raphaël a été empoisonné. Est-ce que ces résultats-là sont suffisants, par exemple, pour mener une enquête judiciaire, pour comprendre c'est parti d'où? Oui, d'abord, je voudrais exprimer ma désolation et ma tristesse de voir que dans notre pays, nous connaissons des cas comme ça, similaires à la mafia italienne, où lorsque on a attrapé un mafiosi qu'on amène au tribunal et souvent on s'attaque aux juges, on assassine les juges, on assassine les avocats, on assassine les témoins. Donc on fait en sorte qu'on empêche que l'état de droit ne puisse fonctionner normalement. Je présente toutes mes condoléances à la famille du juge, à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille élargie et à toute la magistrature congolaise. Parce que je sais que ça doit être traumatisant pour tout le monde, pour la famille, mais également pour la fonction de magistrat, de vivre un cas comme ça où quelqu'un est assassiné en direct à la télévision. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Je souhaiterais simplement que son âme repose donc en paix et que la République démocratique du Congo, en tant que pays, puisse tirer des leçons de ce qui nous est arrivé avec ce juge pour que nous puissions ne pas reculer, mais avancer avec la mise en place d'un état de droit fonctionnel. Parce que, comme on dit, la justice élève une nation. Si nous n'avons pas de justice et nous avons des magistrats qui sont effrayés par ce qui est arrivé au juge président Raphaël Yanni, je pense qu'on aura fait donc du recul par rapport à ce que nous devons être en tant que pays. Donc, encore une fois de plus, je veux que le procès puisse aller de l'avant, qu'on arrive à mettre en place un état de droit fonctionnel, qu'on prenne toutes les précautions pour protéger les magistrats et les juges, les avocats et les témoins dans l'avenir pour qu'on ne puisse pas, encore une fois de plus, être intimidé par des activités qui viendraient de la mafia qui s'est installée dans notre pays et qui ne veut pas nous laisser tranquilles pour que nous puissions nous développer en tant que République démocratique du Congo. Il n'est pas les seuls à mourir. En tout cas, je vous informe aussi que le médecin légiste qui a procédé à cette autopsie a perdu sa vie d'une façon mystérieuse. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vague de morts ici à Kinshasa notamment? J'ai vu cette information sur les réseaux sociaux ce matin, mais je n'étais pas sûr si l'information était confirmée. Vous êtes sûr que c'est confirmé? C'est que vraiment nous sommes dans une mafia qui cherche à éliminer l'élite congolaise. L'élite congolaise pour qu'on reste avec la population abrutie afin de recoloniser la République démocratique du Congo. Il faut qu'on arrive à mener des enquêtes sérieuses et qu'on détermine d'où viennent toutes ces morts-là, qui est le commanditaire de tout cela, pour qu'on puisse mettre ces personnes ou ce groupe de personnes devant leurs responsabilités et qu'ils puissent être mis hors d'état donc de nuire.
Mais encore une fois de plus, je voudrais présenter mes condoléances à cette famille-là aussi du médecin légiste. C'est quand même mystérieux que nous puissions connaître donc toutes ces morts, non seulement au niveau de ce médecin légiste, au niveau donc de la magistrature, mais également au niveau de la présidence de la République. Donc trop, c'est trop. Il est temps que nous puissions nous réveiller en tant que pays, nous mobiliser pour détecter tous ceux qui sont en train de faire ce genre d'activité et les mettre hors d'état de nuire. Parlons cette fois du procès Vital Kamerhe, en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces procès Vital Kamerhe, surtout vous en tant qu'économiste et banquier et beaucoup d'autres titres que vous avez, qu'est-ce qu'il faut aussi comprendre du concept détournement intellectuel? D'abord, je voudrais que le procès Vital Kamerhe nous serve de leçon. Vous savez, notre pays, nous avons un pays très riche en ressources naturelles. Mais malgré l'abondance des ressources naturelles, la RDC est clouée au sol sur le plan du développement parce que depuis 1960 jusqu'à présent, nous sommes classés aujourd'hui comme étant l'un des pays les moins développés de la planète. Nous sommes classés comme étant l'un des pays les plus corrompus du monde, où il y a des détournements de fonds publics qui font que chaque année, comme le professeur Lozolo Bambi l'avait dit, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics. Le président sud-africain Thabo Mbeki avait même estimé que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les caisses de l'État, ça va dans des poches de privés, c'est voler, c'est détourner. Et quand on dit voler, détourner, ça veut dire que le trésor public reste avec des mains vides, des caisses vides, et l'argent va enrichir donc des privés, des individus. Alors, ce procès marque un tournant décisif dans l'histoire de la RDC. Dans le passé, les gens volaient et personne ne les poursuivait. Ce que nous voulons maintenant, c'est avoir la justice qui fonctionne pour que si on accuse quelqu'un d'avoir détourné 1 centime de la République, il est puni au même titre que quelqu'un qui a volé 10 milliards ou 1000 milliards donc, de dollars. Qu'on l'amène devant le tribunal, qu'il soit d'abord présumé innocent, qu'il se justifie, et si on trouve qu'il est coupable, qu'on puisse lui donner donc la sanction exemplaire. Donc, c'est un procès important qui va déterminer ce que la RDC va devenir demain. Si nous arrivons maintenant à mettre en place cet état de droit fonctionnel où tous les citoyens congolais sont jugés, sont traités de la même façon devant la loi, si on arrive donc à le faire, je crois que le pays va commencer à faire entrer des ressources dans les caisses de l'État, on va augmenter le budget national et l'augmentation du budget national veut dire qu'on va utiliser donc cet argent-là pour financer les projets de développement pour améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Donc c'est un procès important, il faut que ça puisse continuer et qu'on arrive donc à sa conclusion de façon transparente. Qu'est-ce que ça veut dire détournement intellectuel? Oui, un détournement d'abord c'est une perte d'argent des caisses de l'État au profit des individus. Si par exemple on dit un détournement financier, généralement c'est un individu qui a mis ses caisses dans les caisses de l'État et qui a pris de l'argent et on l'a attrapé avec les mains dans les caisses. C'est-à-dire on trouve que le compte de l'État avait par exemple 10 millions de dollars. Et on arrive, on trouve que les 10 millions de dollars ne sont plus là-bas, mais on trouve que ces 10 millions se trouvent dans son compte à lui, le compte privé. On peut retracer exactement le lien entre la disparition des fonds du compte de l'État et l'apparition des mêmes montants dans ses comptes à lui. C'est un détournement financier qui est vérifiable. Un détournement intellectuel est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est-à-dire que l'intellectuel conçoit des mécanismes pour faire disparaître les fonds de l'État par toute une série d'activités où, quand vous regardez à première vue, lui, personnellement, n'a rien. Vous ne pouvez pas le lier à la disparition d'argent. Mais il y aura plusieurs activités menées par plusieurs personnes ou plusieurs intermédiaires qui feront que soit ces personnes-là sont riches et vont s'occuper de lui plus tard, soit ces personnes donc ont détourné et vont lui donner de l'argent, si bien qu'on ne peut pas connecter directement l'argent que lui, il aura avec le détournement qui aura été commis. Par exemple, pour parler clairement en utilisant l'exemple du procès en cours, si on arrive à démontrer que Vital Kamerhe n'a pas de lien avec M. Jamal, comme ils avaient dit, ils ne se connaissaient pas. Mais on arrive à démontrer aussi que l'argent a disparu donc des comptes de l'État,
Mais l'argent ne se trouve pas dans les comptes de Vital Kamerhe. On ne peut pas donc dire qu'il a détourné parce qu'on trouve que dans son compte, il n'y a pas un sou. Mais si par hasard, on arrive à déterminer que l'argent qui a disparu des comptes de l'État ou des projets se trouve dans les mains de la fille qu'on mentionne, Soraya, ou bien de monsieur qu'on appelle Massaro, et que cet argent n'est pas parti directement du compte du Trésor, mais c'est parti peut-être donc du compte du Trésor pour arriver chez monsieur Jamal, et monsieur Jamal a donné à une entreprise, et cette entreprise a fini par faire enrichir donc cette fille-là en lui donnant une parcelle. C'est ça qu'on appelle détournement intellectuel. Donc un ensemble de mécanismes qui font que l'argent disparaît des comptes de l'État, ne profite pas directement et visiblement à la personne qui est inculpée, donc M. Kamerhe, mais va bénéficier aux membres de sa famille à travers donc des procédures donc variées. Brièvement, M. Noël Tchani, on peut dire ou on peut accepter comme ça qu'il y a désormais un état de droit qui s'installe en RDC. On peut dire qu'il y a des buts d'installation de l'état de droit, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Il va falloir qu'on travaille dur pour que l'état de droit arrive à se mettre en place comme il se doit. Mais il y a cette tentative-là. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre entre la mafia qui bénéficiait du système actuel des organisations et ceux qui veulent qu'on installe l'état de droit. C'est une guerre. C'est pour ça qu'on tue les juges, qu'on tue les magistrats. Mais si nous arrivons à ne pas nous faire intimider en tant que pays, à ce que le système de justice fonctionne normalement et que les magistrats soient protégés et les avocats et les témoins soient protégés pour que toute personne qui ose, on l'amène devant le tribunal, on juge cette personne, on condamne, on met en prison. Quand on va mettre une personne, une deuxième, une troisième et plusieurs personnes, parce qu'il y en a tout plein donc dans le pays, en ce moment-là, on peut dire que l'état de droit s'est installé. Mais pour le moment, ce sont des tentatives que nous faisons. Nous sommes au début et nous voulons que ça puisse aller jusqu'au bout. Un autre sujet avec nous aujourd'hui, c'est l'UDPS, en tout cas qui se déchire depuis l'annonce de la destitution de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est les partis qui se divisent désormais. Les directeurs du parti annoncent avoir pris acte à cette démission et demandent au parti de pouvoir proposer un autre remplaçant. Ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté, c'est des militants qui manifestent et qui accusent les camps Kabila d'instrumentaliser cette destitution. Comment vous trouvez ça? Pensez-vous que l'UDPS pourrait exister après 2023? Oui, l'UDPS, vous savez, c'est une grosse machine qui a été mise en place laborieusement par les 13 parlementaires, une machine qui est vieille de 37 ans. Et c'est une machine qui a toujours fonctionné avec beaucoup de contradictions à l'intérieur. Moi, je crois que l'UDPS va survivre. C'est une question de leadership. Et va survivre, et au-delà de 2023, on aura l'UDPS, donc ça ne va pas disparaître. Mais maintenant, en ce qui concerne donc Jean-Marc Kabound, je pense que ceux qui ont comploté contre lui avaient une autre visée que juste donc l'accuser d'avoir menti, comme ils le disent, parce que le fait d'avoir avancé le chiffre de 7 millions de dollars pour organiser un congrès, je ne crois pas que c'était un élément important pour arriver à destituer un vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, je m'étais opposé donc à cela. Mais parce qu'ils sont allés déjà très loin, ils l'ont destitué à cause de cette, si je peux dire, cette complaisance des gens du FCC. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est qu'on regarde en avant. Et pour regarder en avant, je voudrais conseiller à l'UDPS de regarder parmi les parlementaires, les députés qu'ils ont au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on choisisse l'un des parlementaires parmi les meilleurs et que cette personne devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Il ne faut pas dire on a Marc Kabound ou rien. Jean-Marc Kabound donc n'est plus là comme vice-président de l'Assemblée. Il va continuer à être parlementaire, mais on peut trouver quelqu'un d'autre pour prendre cette place-là pour que la chaise soit toujours occupée par l'UDPS et que ce regroupement politique donc soit représenté. Donc c'est ça mon conseil que je donne donc au leadership de l'UDPS, mais c'est à eux donc de choisir ce qu'ils estiment donc est approprié. Vous êtes ancien candidat président ici en République démocratique du Congo quant aux élections qui ont eu lieu en 2018. Êtes-vous pour ou contre la coalition Cash FCC? Vous savez, quand on était candidat, on se faisait concurrence, on voulait que chacun puisse gagner. Et moi, je disais toujours que le meilleur gagne. Et je continue à penser que j'étais le meilleur en ce moment-là. Et je continue à penser que j'étais la personne qui avait, ou mon regroupement politique, avait la meilleure vision pour le pays. Mon regroupement politique s'appelle la Force du Changement.
Et ma vision politique ou notre vision politique s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. On est allé aux élections, les gens ont formé des coalitions entre eux-mêmes, ils ont gagné, le FCC, le CACH, ils ont gagné, ils ont formé des gouvernements. Je continue à penser, moi, que cette machine-là ne permet pas à notre pays d'avancer, de se développer correctement, ou même ne permet pas à notre pays d'être géré correctement. Je m'explique. Il me semble que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour toute décision qu'il doit prendre, il doit se concerter avec son copain Akinga Kati, l'ancien président, donc Joseph Kabila. Et je crois que ce mécanisme-là ne permet pas au pays donc d'aller vite. Moi, je suis habitué à être très proactif, à prendre des décisions rapidement. Quand il y a un problème, on réfléchit, on fait l'analyse, pouf, je décide et on avance. Tandis qu'avec leur système, c'est comme si personne n'est en charge ou personne ne décide rapidement, alors que nous avons tout plein de défis auxquels il faut faire face. Donc la coalition FCC-CACH, moi je crois que c'est un monstre qui n'avance pas. Je pense que la vie politique du Congo est très complexe. Nous avons 777 partis politiques et regroupements politiques. À quoi ça sert tout ça? Ça ne permet pas au pays de fonctionner, ça ne permet même pas au peuple congolais de connaître la différence entre ces regroupements politiques et quelles sont les idéologies ou les visions que chacun de ces regroupements a. Moi, je propose qu'on puisse réorganiser la vie politique, qu'on réorganise la vie politique en diminuant le nombre de partis en 3 ou 4 regroupements politiques au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Je propose quelques idées. Quels sont les regroupements politiques qu'on peut retenir? Un, on peut retenir la coalition FCC-CACH parce que ce sont eux qui gèrent le pays. S'ils travaillent ensemble et qu'ils s'aiment tellement, ils n'ont qu'à se marier et former un seul regroupement politique et ça va être transparent. Mais s'ils ne peuvent pas travailler ensemble et qu'ils estiment qu'ils sont différents malgré le fait qu'ils sont ensemble, ils n'ont qu'à faire un regroupement politique FCC qui regroupe tous les partis donc derrière ces gens-là, leurs idées, et un autre regroupement donc derrière le CACH, qui serait le CACH, et le troisième regroupement politique serait la force du changement, notre force du changement. C'est ça, un regroupement nouveau, composé de nouvelles personnes, avec une nouvelle vision de développement, des gens qui n'ont jamais participé au massacre, au détournement des fonds publics, à la corruption, et des Maboko Pembe, si je peux dire, des gens qui arrivent et qui veulent changer la RDC au profit de tous. Maintenant, on peut aussi avoir un quatrième regroupement politique qui serait le groupe Lamouka avec Martin Fayoul et ses copains. Donc, si nous réorganisons la vie politique autour de ces quatre-là, donc je répète, 1, FCC, 2, CACH, 3, la force du changement et 4, Lamouka, on peut donner maintenant la possibilité à tout le monde de pouvoir choisir parmi ces 4 regroupements pour voir si on est d'accord avec les idées de tel ou tel. Je crois que notre démocratie bénéficierait largement de cette réorganisation-là. Encore une fois de plus, pour ceux qui veulent être en contact avec la force du changement, qui veulent adhérer aux idées que nous prenons, je voudrais vous inviter à pouvoir nous contacter. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 210 22 22 et vous allez trouver sur quelqu'un qui me représente, qui va prendre des informations et on va être en contact avec vous. Sinon, vous nous envoyez un email à noeltchanim@gmail.com. Noël Tchani, c'est NOELTSHIANIM@gmail.com et nous allons être en contact avec vous. Mais j'invite tout le monde à adhérer à la force du changement. C'est ça la force du futur. Pour que nous puissions faire la différence par rapport à tous ces vieux regroupements politiques, comprenant les vieilles personnes, comprenant des personnes qui ont géré et dont nous connaissons donc les résultats aujourd'hui. Ouvrons une petite parenthèse pour parler de la force et justement du changement. Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain en termes de réalisation? Votre bilan, il est positif ou négatif? Vous soutenez Félix Tshisekedi ou vous vous situez où finalement? Nous sommes un regroupement politique indépendant. Nous ne faisons pas partie du CACH. Nous ne faisons pas partie du FCC, nous ne faisons pas partie de la MOUCA, nous sommes une nouvelle force politique. Ce qu'il y a, c'est que moi, personnellement, après les élections de décembre 2018, quand on a proclamé Félix Antoine Tshisekedi gagnant de ces élections et président de la République, vous savez que j'ai vécu aux États-Unis pendant 40 ans. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Grèce.
je suis habitué à un système de démocratie différent de ce que nous connaissons au Congo. Dans ce que moi je connais à partir de ma vie aux États-Unis, quand vous perdez les élections et qu'on a proclamé quelqu'un et que cette personne a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui est la plus haute cour dans notre pays, vous vous inclinez. J'ai suivi cette logique-là. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec ce que la CENI avait proclamé comme résultat. Mais à partir du moment que ça a été validé par la Cour constitutionnelle, game over, comme on dit en anglais, il faut reconnaître, il faut saluer donc celui qui a gagné. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais salué le président Félix-Antoine Tshisekedi, le féliciter pour sa victoire, et j'avais dit passons au chapitre suivant. Donc, à partir de ce moment, j'avais même indiqué que je me mettais à la disposition de la République. S'il fait appel à moi pour travailler avec lui d'une façon ou d'une autre pour aider notre pays à avancer, oui, je le ferai, parce que je considère que j'ai des domaines d'expertise où je peux être utile à la République démocratique du Congo. Ce serait égoïste de dire je ne peux rien faire jusqu'à ce que moi je devienne président de la République. Mais s'il ne fait pas appel à moi, moi je suis tout à fait confortable dans ce que je fais. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, depuis que nous avons raté la présidence de la République, j'ai commencé à faire le tour de la ville de Kinshasa, aller en province pour sensibiliser les gens pour qu'ils puissent maintenant connaître mieux le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, notre vision de développement, en leur disant, même si on n'a pas gagné, voici ce qu'on a comme idée, peut-être que ça pourra aider donc le pays prochainement. En faisant le tour des universités, des écoles secondaires, je trouve que la réceptivité à nos idées, elle est extraordinaire. Nous sommes maintenant mieux connus qu'avant l'élection de décembre 2018. Beaucoup de gens adhèrent en masse à la force du changement. Je suis très encouragé. Donc c'est très positif. J'étais tout récemment, par exemple, à l'ISP en Banzankungu, et j'étais très impressionné par la réaction de la population. Je ne savais pas qu'on était aussi connus que ça. Donc, on était prévu d'aller à Matadi et puis à Boma et à Kinsantu. Malheureusement, le confinement est arrivé à nous clouer donc au sol ici. Mais dès qu'on déconfine la ville de Kinshasa et que nous serons en mesure donc de pouvoir nous déplacer pour aller en province, on va continuer donc le tour de toutes les provinces pour qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle, qu'on puisse faire comprendre au peuple congolais que c'est possible de développer la RDC si nous mettons en œuvre cette vision. Donc, c'est ça que nous avons fait depuis donc l'élection de décembre 2018 et nous continuons donc à le faire et nous allons continuer jusqu'à ce que la vision de développement que nous prenons, que nous prochons devienne en quelque sorte donc une vision partagée par tout le peuple congolais pour que nous puissions utiliser cela pour développer la RDC au profit de tous. Sans en tout cas me faire pour une prophétesse, si je peux le dire comme ça, vous pensez que vous serez toujours candidat en 2023 par exemple? C'est trop tôt de le dire et moi je n'exclus rien, mais je ne peux pas me prononcer donc à ce stade ici. Tout ce que moi je dis, c'est que nous voulons souhaiter bonne chance au président actuel parce qu'il est encore en cours de mandat et le temps d'annoncer des candidatures n'est pas encore là. S'il peut réussir, je serai l'homme le plus heureux de la République. Pourquoi? Parce que je veux que mon pays puisse avancer, aller de l'avant. Mais nous allons évoluer s'il réussit de façon spectaculaire. On arrive en 2023, il n'y a pas de raison de pouvoir le contester parce qu'on ne bat pas un président en poste qui a bien travaillé. Mais si on voit qu'on arrive en 2023, que rien ne marche du tout, et le pays est désorganisé, l'insécurité continue, la misère continue, la pauvreté continue, et qu'il n'y a rien qui avance, en ce moment-là, nous allons réévaluer la situation et déterminer ce que nous devons faire. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous allons consulter le peuple congolais pour savoir est-ce que nos idées sont recevables ou pas. Si elles ne sont pas recevables, ça ne sert à rien de tenter l'aventure. Mais si elles sont recevables, on va évaluer en ce moment-là. En votre qualité d'économiste, qu'est-ce qui justifie la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange? La monnaie congolaise, aujourd'hui, connaît une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que au moment où la pandémie a commencé, en début de mars 2020, le taux d'échange était de $1 égale à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à un mois plus tard. Nous sommes à $1 égale à 1950 ou 2000 francs congolais. Il y a eu une dépréciation monétaire donc de près de 30-35% en l'espace donc de quelques jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je pense que la politique économique et budgétaire du gouvernement n'est pas crédible. Par exemple, le gouvernement prévoyait de pouvoir dépenser, de pouvoir réaliser l'excédent budgétaire à la fin du mois d'avril. Excédent budgétaire de 34 000 milliards
de francs congolais, de 34 milliards de francs congolais. Malheureusement, au lieu de réaliser cet excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais, on a réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Ça veut dire que le gouvernement dépense plus d'argent que ce qui entre donc dans des caisses. Parce qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on a en réalité, on doit emprunter quelque part. Et le gouvernement a choisi la voie la plus facile parce qu'il ne peut pas emprunter facilement ailleurs. La voie la plus facile, c'est de demander à la Banque centrale de tourner la planche à billets, d'imprimer des billets. On imprime beaucoup de billets qui n'ont pas de valeur. C'est ça qui cause la dépréciation monétaire en premier. Donc, pour arriver à mettre fin à cela, on doit rétablir la discipline budgétaire, la discipline économique, et on doit mettre la Banque centrale en position d'exercer son indépendance, c'est-à-dire de dire non au gouvernement quand on fait pression pour recourir donc à la planche à billets. La Banque centrale doit être à mesure donc de dire non. Il n'y a pas de bonne banque centrale dans le monde que celle qui soit à mesure de dire non aux politiciens, parce que les politiciens vont toujours demander plus d'argent, et si vous acceptez de leur faire plaisir en acceptant toutes les demandes qu'ils font, vous allez détruire la valeur de la monnaie, et c'est ça qui nous arrive. Parlons cette fois du renouvellement, en tout cas renouvellement du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Oui, j'ai vu que lors du conseil des ministres de la fois dernière, le chef de l'État a annoncé qu'on va renouveler le conseil d'administration de la Banque centrale. Et en plus de cela, on va nommer un deuxième vice-gouverneur à la Banque centrale. Quelle est ma compréhension de ça? Le système que nous avons jusqu'à présent fait que la Banque centrale est gérée par un gouverneur assisté d'un vice-gouverneur. Et en plus de cela, on a un conseil d'administration. Et le conseil d'administration inclut le gouverneur, le vice-gouverneur et 8 administrateurs. Maintenant, il y a une nouvelle législation qui a été adoptée en conformité avec les pays membres de la SADC, qui recommande que toute banque centrale soit gérée par un gouverneur, un premier vice-gouverneur et un deuxième vice-gouverneur en plus des administrateurs. Normalement, en passant du système ancien que nous avons, où il y avait un gouverneur et un vice-gouverneur, il faut qu'on dise qu'on va ajouter un deuxième vice-gouverneur. Donc, la RDC va se mettre à jour par rapport à cette législation maintenant au niveau de la SADC en ajoutant un deuxième vice-gouverneur au système qu'on avait d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur. Maintenant, le chef de l'État a dit aussi qu'on va renouveler le conseil d'administration. Quelle est la compréhension que j'ai de cela? Ça veut dire qu'on va renouveler tout le conseil d'administration qui inclut qui? Ça inclut le gouverneur, le premier vice-gouverneur et le deuxième vice-gouverneur en plus des administrateurs. Ma compréhension, c'est qu'il y aura changement total à la Banque centrale du Congo. On va recommencer à zéro en ayant une nouvelle haute direction et un nouveau conseil d'administration qui inclura donc des nouvelles personnes pour qu'on puisse commencer à travailler dans l'intérêt du peuple congolais, parce que la direction actuelle que nous avons a échoué, et cela est visible à travers la faiblesse de notre monnaie qui ne fait que se déprécier. Et en plus de cela, le conseil d'administration que nous avons actuellement, son mandat a expiré depuis l'an 2003. Donc la Banque centrale fonctionne sans avoir un conseil d'administration avec des mandats réguliers. Donc on va régulariser cette situation en nommant de nouvelles personnes. C'est ça ma compréhension donc de cela. La révocation également de l'équipe de gestion et du conseil d'administration de la MIBA, est-ce l'opportunité d'une véritable restructuration de cette société? Vous savez que la MIBA a été la vache à lait de la République démocratique du Congo pendant plusieurs années. Vache à lait dans la mesure où la MIBA creusait le diamant, vendait le diamant, avait beaucoup de devises étrangères. On utilisait ça, on a utilisé cela non seulement pour financer les petits projets de développement au Kasaï, où se trouve la MIBA, mais surtout pour alimenter la caisse de l'État, le trésor public, en devises étrangères. Malheureusement, depuis l'arrivée de la FDL, la MIBA a été pillée, l'outil de production a été détruit et l'entreprise ne s'est pas remise à jour. Aujourd'hui, elle vivote, elle est littéralement en faillite. Il y a trop de dettes par rapport aux actifs qu'il y a. Il faut restructurer cela. Et tout récemment, j'avais compris qu'on avait mis en place un conseil d'administration et une nouvelle équipe de gestion. Il s'est fait que le ministre du portefeuille, qui a le contrôle de toutes les entreprises publiques, avait envoyé une mission là-bas et a constaté qu'il n'y a rien de bon qui sort de l'équipe de gestion, mais également du conseil d'administration qui était en place. On a suspendu
et l'équipe de gestion, mais également le conseil d'administration. Moi, je pense que maintenant, nous avons l'occasion de pouvoir remettre cette entreprise publique sur le bon chemin pour qu'elle puisse être restructurée, quitte à l'État de mobiliser les fonds qu'il faut pour renouveler l'outil de production, régler les problèmes d'arriérés des salaires, mais également régler les problèmes donc des dettes que l'AMIBA a accumulées au fil des années pour que l'entreprise puisse être remise encore sur le point de pouvoir travailler correctement. Parce que sans l'AMIBA, je peux vous dire que le Grand Kasaï n'est rien. Sans l'AMIBA, je peux dire que toute la population là-bas, elle est clochardisée parce que beaucoup d'entreprises dépendaient des activités de l'AMIBA. Donc il faut relancer l'AMIBA pendant qu'on relance d'autres activités telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il faut relancer l'AMIBA pour redynamiser l'économie du Grand Kasaï. Mais cela va aussi nécessiter quelques investissements sérieux de la part de l'État. Par exemple, la construction donc, de routes. Il faut construire les routes pour faciliter le déplacement des gens, faciliter les activités économiques. Il faut qu'on investisse dans le système éducatif dans cette partie-là pour qu'on ait donc des cadres de haut niveau, de bonne qualité. Il faut qu'on investisse dans le système de santé pour qu'on ait des hôpitaux capables de pouvoir assurer la santé donc, de la population. Donc, il y a tout un programme qu'il faut mettre en œuvre. En plus de juste relancer l'AMIBA, il faut qu'on puisse penser à une sorte de ce que j'appelle un mini plan Marshall pour la relance des activités économiques dans le Grand Kasaï, c'est-à-dire toutes les 5 provinces qui tournent autour donc, de l'AMIBA. Je crois que c'est important. D'une façon très brève, quelle évaluation faites-vous au gouvernement Ilukamba, d'abord au Premier ministre lui-même, mais aussi avec son gouvernement après 1 an d'investiture? Effectivement, le gouvernement, le Premier ministre avait été nommé ou a été investi le 20 mai, je crois, le 20 mai de l'année dernière. Ça fait exactement 12 mois maintenant. C'est l'heure du bilan. Mais moi, je ne suis pas très impressionné par la performance de notre Premier ministre et par la performance de ce gouvernement. Je l'avais dit dès le départ que c'est un gouvernement éléphantesque, 67 ministres budgétivores, ça absorbe toutes les ressources de l'État qu'on peut utiliser pour développer d'autres secteurs. C'est un gouvernement qui a beaucoup de lourdeur, qui est composé de gens qui viennent des familles politiques différentes. Ils ont exclu tout le monde, ils ont dit qu'ils vont se partager le gâteau entre le FCC et le GACH. Et j'ai l'impression qu'on a envoyé des personnes très incompétentes dans ce gouvernement. Donc je ne suis pas impressionné par ce que je vois. Le Premier ministre et son gouvernement, si j'avais à leur donner donc une note sur 20, je leur donnerais 3 sur 20. Donc je ne suis pas du tout satisfait de la façon dont ce gouvernement fonctionne et je voudrais inviter d'ailleurs le chef de l'État à assumer ses responsabilités, à restructurer le gouvernement en réduisant le nombre, la taille du gouvernement, le nombre des ministres peut-être de 67 à 20 ou 25 maximum pour que ça puisse tourner normalement, qu'on puisse avoir des missions spécifiques allouées donc à ce gouvernement-là et en ce moment-là, donc, on pourra travailler pour développer la RDC. Mais pour l'instant, je ne suis pas du tout impressionné par ce que je vois. Chutant avec cette pandémie du coronavirus qui bat son plein, en tout cas, disons, partout dans le monde. Ici, en République démocratique du Congo, pour les cas spécifiques, quel avenir pour l'économie du pays après cette pandémie? Parce que, aux yeux de tous, nous voyons qu'il y a que des dispositions qui sont prises jusque-là, c'est protéger, mesures barrières, etc. Mais l'économie n'est pas envisagée. Voyez-vous l'économie de la République démocratique du Congo résister après cette pandémie? Oui, vous savez, la pandémie que nous avons connue nous a permis d'être conscients de la situation catastrophique de notre pays. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas investi dans notre pays. Nous avons fait des choses au hasard. Il n'y a pas eu une véritable vision de développement. Pour vous en convaincre, quand on dit aujourd'hui on ferme les frontières, les gens qui allaient se faire soigner dans des hôpitaux modernes en Europe, aux États-Unis, ne peuvent plus sortir. Ils sont en train de mourir aujourd'hui comme des mouches au pays. Donc, c'est la conséquence du fait que nous n'avons pas un système de santé digne de son nom. Maintenant que nous avons pris conscience de cela, on me dit aujourd'hui qu'il y a les gens qui sont atteints de corona, on doit les amener dans des hôpitaux et on peut les mettre sur, on appelle ça respiratoire. Respirateur ou respiratoire? Respirateur. Mais combien, pour tout le pays, nous avons à peine 65 respirateurs. Donc ce n'est pas suffisant. Alors, ça montre très clairement que le Congo n'a pas été préparé pour faire face à une pandémie de ce genre-là. Et cette situation catastrophique dans le secteur de la santé, on la trouve dans tous les secteurs de la vie économique et sociale.
l'éducation. Vous trouvez les écoles. Les écoles ne sont pas préparées pour répondre aux mesures de distanciation sociale, par exemple. En Europe ou aux États-Unis, on réouvre les écoles en disant que chaque école doit garder une distance suffisante entre les élèves. Chez nous, vous avez déjà vu donc les auditoires à l'UNIKIN. Vous entrez dans un auditoire qui était conçu pour 50 étudiants. Vous y trouvez aujourd'hui 1500 étudiants entassés les uns des autres, sur les autres. Donc on ne peut pas respecter les mesures de distanciation sociale pour les enfants qui sont dans les écoles secondaires. Je voudrais par exemple recommander qu'on puisse simplement permettre aux finalistes de rentrer à l'école, de faire des examens d'État. Mais pour rentrer donc à l'école, il faut garder tous les autres enfants, toute l'école, donc en dehors de l'école pour qu'on puisse respecter les mesures de distanciation sociale. Donc notre pays n'a pas été préparé. Dans tous les secteurs, c'est comme ça. On dit aux gens qu'il faut se laver les mains plusieurs fois dans la journée, n'est-ce pas? Mais moins de 10% de la population a accès à l'eau. Donc, comment voulez-vous vous laver les mains si vous n'avez pas donc d'eau? On dit aux gens que vous devez porter les masques pour vous protéger. Mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter les masques parce que 85% de la population active du pays se trouve au chômage. Donc notre pays doit prendre conscience que nous n'avons pas bien, nous ne sommes pas préparés pour quoi que ce soit. Mais à toute chose, malheur est bon. Je veux maintenant qu'on prenne conscience de cela, qu'on puisse éviter les erreurs du passé en adoptant une véritable vision de développement. C'est pour ça que moi je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision de développement bien réfléchie, qui a pour mission de sortir le Congo du sous-développement ou de la situation catastrophique actuelle pour en faire un pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois pour tous les peuples congolais, construisant les infrastructures de base, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles de qualité, installant de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications dans tous les foyers congolais. Si nous faisons cela et développant l'agriculture, l'élevage et la pêche pour assurer l'autosuffisance alimentaire, pour que nous puissions produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation, mais aussi diversifiant notre économie en prenant par exemple les secteurs miniers, en transformant localement nos matières premières congolaises en produits finis, produits semi-finis à l'intérieur du Congo. Si nous faisons ces choses-là, nous allons créer des emplois pour tout le monde et en adoptant le système de salaire minimum garanti, moi j'ai proposé un salaire d'au moins $1000 par personne par mois. Si on adopte ce système, on va améliorer considérablement le niveau de vie de la population et je pense que le coronavirus aura créé des conditions de repartir à zéro avec cette nouvelle vision de développement, avec cette nouvelle conscience nationale. Et nous allons développer la RDC différemment que nous l'avons fait donc jusqu'à présent. Donc moi je vois que le coronavirus nous donne cette opportunité-là de refaire les choses à partir de zéro, mais en mobilisant tout le peuple congolais, parce que maintenant tout le monde réalise que si nous ne travaillons pas, quand on va fermer les frontières, nous ne pouvons aller nulle part. En Europe, aux États-Unis, on ne va plus nous accepter. Donc, même ici en Afrique. Donc, faisons en sorte que notre pays devienne un meilleur pays où nous pouvons vivre correctement et créer des opportunités pour chacun de nous. Merci pour toutes ces réponses. Nous vous donnons l'occasion pour votre dernier mot. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes, le peuple congolais. Je venais de dire tout à l'heure que nous avons une vision de développement, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je veux qu'on prenne cette vision de développement au sérieux. Je ne crois pas qu'il y ait une autre vision comme ça dans notre pays. Je demande à tout le monde d'y adhérer, de pouvoir connaître de quoi il s'agit et de s'impliquer pour mobiliser les gens, vulgariser la vision. Et si nous le faisons et nous adoptons cette vision comme une vision partagée, nous allons développer la RDC au profit de tous. Mais pour le faire, nous devons nous organiser. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on doit réformer la vie politique en 3 ou 4 regroupements politiques importants. Moi, je suis président de la Force du Changement. C'est ça le drapeau que vous voyez ici. La Force du Changement, c'est un regroupement nouveau. Nous avons des valeurs, l'intégrité, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la justice sociale, l'équité, le travail. Donc, si vous voulez adhérer à notre regroupement politique et à nos idées, je vous invite à ne pas hésiter. Contactez-nous au +243 85 210 22 22. Vous allez tomber sur quelqu'un qui pourra prendre les coordonnées ou bien vous pouvez juste nous envoyer un message WhatsApp pour dire que vous voulez adhérer à la Force du Changement. Dans le message WhatsApp, écrivez simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et la commune où vous résidez, ou le pays où vous résidez, ou la province où vous résidez. Vous serez automatiquement membre de la Force du Changement et nous vous attendons, nous allons travailler ensemble
pour développer la RDC ensemble au profit de tout le monde. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que c'était M. Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers cette émission Sangoya Congo. Je remercie également Gédéon qui était derrière la caméra. Je vous retrouve très prochainement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite de Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabonde, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneurs. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.